Aujourd'hui à 5h du matin, avec mon grand frère qui était à Anta à l'hôpital avec sa famille. Et parce qu'il était malade, il voulait se rendre à l'hôpital. Il était avec sa femme, son enfant, avec une docteur avec son frère. Quand ils sont venus jusqu'à l'Oipon, un officier de force spéciale sont sortis en disant de s'arrêter. Ils sont arrêtés, mais directement quand il est venu, il n'a pas demandé. Il a directement tiré sur 3 personnes directement. Il a tiré sur l'enfant, chauffeur et docteur aussi. Et mon grand frère, à propos de ça, il voulait amener son enfant à l'hôpital. Lui aussi, il a fait un accident. Et on entend de même l'opérer à Donka ici. Et nous, on est venus pour que la justice soit faite pour ça. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous tuer, ils sont là pour nous protéger. S'ils commencent à nous tuer comme ça, là, c'est pas bon pour nous. Et surtout si un enfant se trouve dedans, toi tu ne peux pas venir comme ça, en tant que l'officier, tu tues parce que tu es l'officier, tu tues pour comme ça là. C'était ça que j'ai venu pour que... C'était à votre présence? Non, c'était à la présence de sa femme. Sa femme se trouve à Donka ici. Et c'est elle qui m'a bien expliqué en disant que je dois venir pour faire ça, parce que c'est mon grand frère. Votre grand frère qui a fait l'accident ou a été tiré dessus? Mon grand frère a fait l'accident, mais elle était avec sa femme. On a tué même son enfant, Angèle. Son enfant, sa femme était dedans, mais sa femme était derrière. L'enfant était dans son pied, il a tiré sur l'enfant, sur son poitrine, le docteur et le chauffeur aussi. Comment est-ce que votre frère a fait l'accident? Quand l'acte est passé, il voulait amener son enfant à l'hôpital. En quittant là-bas pour donc, il a fait un accident. Lui aussi, il était gravement malade, gravement blessé. Nous sommes au camp Samoudis. L'enfant à quel âge? Comment s'appelle votre enfant? L'enfant, il s'appelle Angèle et il a 10 ans. Vous avez certainement vu la photo d'une fillette à droite ou à gauche selon votre position. Elle a été touchée par des balles perdues et elle malheureusement n'a pas survécu. Que son âme repose en paix. On va suivre cet autre témoignage. Justement, je parlais de cette fillette que vous voyez en ce moment en image. Que son âme repose en paix. D'autres témoignages avec Oumar Sow. Il y a un militaire qui est venu en pick-up, d'abord pick-up militaire. En venant, lui il est venu d'abord. Bon, il me dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit non, Michel Ligoto, mais pas la Sénégal. Il me dit, salaud, il faut quitter ici. C'est ici compris. Après, je vais me lever juste, il y a un gars maintenant, on a dit, laisse-lui, à salier dans ton copie, à tout moment. Après, il a dit, Michel Ligoto, non. Il y a un pick-up, Land Cruiser blanc qui est venu, qui a stationné jusqu'à sortir, parce qu'il est rentré, il est sorti maintenant, il est juste ralenti, sinon, il y a un gars maintenant, on est là, mon ami, il faut quitter ici, tu fais quoi? Je dis non, non, mais je vais venir prier. On dit bon, c'est ici on prie, je dis non. Maintenant, le Land Cruiser blanc là est venu directement. Maintenant, on n'avait pas un pick-up, à passe, pas un pick-up, à passe, 2 motos, à passe. Apas, moto, goto, il y avait 2 personnes. L'autre était en guiri-guiri, bien arrêté, bien costaud. Maintenant, c'est lui qui le conduisait, lui, il avait le moto, sûrement un kilote. Après, moi, il faut quitter là-bas. Il y a un vieux qui répare les parapluies à côté gauche de la sûreté. Il me dit en poula, mon ami, ça est marqué donc comment il demande pas là. Il gana dans le golunda goba, ko sori jo wonno do ba donc la sûreté, be jatti finkani mun après be tappi mo do be jatti finkani. Après, je suis allé à Pinkani, je suis allé à Pinkani. Après, je suis allé à Giri-Giri, je suis allé à moto à passer, je suis allé à Giri-Giri. Après, je suis allé à Tirugol. Je dis non, il n'y a pas ça. Je suis allé à Giri-Giri, il n'y a pas ça. Après, je suis sur des personnes qui ont un pick-up, l'année crise blanc. Il dit non, lui, il voulait forcer, il voulait sortir de le pick-up, l'année crise blanc. Il persistait pour sortir. Mais c'est lui qui l'a commandé, Kamoto quoi. On a dit non, il ne va pas sortir. Mais c'est à ce temps maintenant, j'ai vu mon excellence, il faut monter, forcer. Maintenant, je pousse mon pick-up par forcer, maintenant, il m'a crise. Mais c'est après quelques 5-6 minutes maintenant, ils ont commencé à tirer. Mais on a je l'ai vu, on a mais pour tout le monde, sinon c'est pas son vœu, il est dit forcé de rester. Il était dedans, il y avait un gars, mais je ne peux pas dire c'est lui, c'est dernier, mais il y en a comme moi, il était en blanc, lunette blanc, maintenant un vieux encore, tête noire, qui était assis derrière le pick-up. Donc, il y a
arbe oti ka ba kur kaduma ka barrière on ka sorti ka batata wado yidi non binne kaduma ka sorti ka sorti do ngalan landari do la yedde salligare no comme il n'attaque au portable mais goto mo million keboro lui forcé de rentrer il forcé de sortir dans la pick-up au pick-up. Donc c'est là que ko ba be gagné pe là ka zone on ka zone s'il était pe là. Donc c'est une famille d'une manière aussi facile. Non, mi watarde mi hala do devant la presse de ce que je connais pas. Mi inni ko sorti ma ko di son ko c'est que parce que lui quand nous retardé be do c'est ko keboro n'était pas parti, il voulait pas partir. Mi be tampina mi be atu beni salo ko kambe juingo pala ni salo prendre souci là pour quitter ici. Et tu parles langue mi bonne après j'ai quitté. Non, mi yal dadis mi yal les images. Non, c'est qu'il a vu, il était là. C'est qu'il ne sait pas pour les autres, mais il était là quand Tchegboro montait. Il a bien reconnu Tchegboro. Et il l'a reconnu parce qu'il le connaît. Il l'a bien reconnu et Tchegboro ne voulait pas aller avec les personnes avec lesquelles il est parti. Donc il a été contraint. Il a été contraint, selon ce qu'il a dit, de monter dans le pick-up et de partir avec eux. Voilà. Oui, c'est en tout cas, ça laisse croire que d'après ses explications, reste à vérifier parce que c'est un témoin des faits, en tout cas en croire à ses propos, ça veut dire tout simplement que, sans pour autant tirer vite de conclusion, parce que Maître l'a dit tout à l'heure, il faut attendre à ce que les enseignements soient tirés, mais ce qu'on peut retenir d'après ce qu'il vient de dire, c'est comme si on a obligé Tchegboro de monter donc dans la voiture. Et quand si c'est le cas, on pourrait peut-être plutôt parler d'enlèvement que d'évasion. Mais moi, je reviens sur la scène qui s'est passée par rapport justement aux différentes aux autorités, ministère de la Justice, ministère de la Défense, ministère de la Sécurité et ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Bon, peut-être excepté ce dernier, mais les trois ministères dont il est question. Et quand on parle justement de la situation actuelle à laquelle nous faisons face, je pense que ces ministères doivent nous donner des explications. Parce que l'administration pénitentiaire relève du ministère de la Justice. On nous a fait croire ici que lorsqu'il est question des maisons carcérales, notamment la maison centrale de Conakry, toutes les dispositions pour ce qui est de la sécurité. Et heureusement que dans tous les débats que nous avons eus à l'occasion de nos émissions, je l'ai toujours évoqué, la question sécuritaire. Voilà aujourd'hui que cette question épineuse se pose aujourd'hui. Ça veut dire qu'à la maison centrale, et les détenus et tous qui sont aux alentours ne sont pas en sécurité. Et c'est ce qui m'amène à parler encore du ministère de la Sécurité, encore du ministère de la Défense. Parce que à l'intérieur de la prison, la sécurité et l'administration relèvent du ministère de la Justice. Mais si vous remarquez très bien, nous le savons tous, aux alentours de la maison centrale de Conakry, il y a des PA qui sont mis là. Et donc, quand on parle des PA, là, c'est vraiment de la défense. Ça, ce sont les militaires. Donc, comment est-ce qu'on peut orchestrer une évasion de ces détenus de taille, VIP, comme on le dit souvent, de l'intérieur, l'administration pénitentiaire, jusqu'à l'extérieur, où le ministère de la Défense doit intervenir avec ces PA qui sont mis en place, sans qu'il y ait, en tout cas, sans que ces personnes qui sont venues, ces hommes armés ne se heurtent à une résistance. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, ça m'amène encore à dire que cette question de sécurité mérite d'être posée. Je pense que pour des pays, en tout cas, où l'État existe réellement, ces ministres doivent nous donner des explications, à défaut de rendre purement le tablier démissionné. Bien, oui, Desco, est-ce que... Alors, moi, elle m'inspire trois choses. Bien, la première repose sur le ministère de la Justice, précisément.
j'ai entendu le ministre de la Justice dire que les prisonniers ont des droits. On est bien conscient qu'ils ont vraiment des droits. Mais les récentes organisations Celui qui a organisé un tournoi ici, maintenant voici la conséquence de tournoi de football n'a absolument rien à voir avec les questions de droits des prisonniers. Absolument rien à voir. Et ça, c'est une faille. Parce que les prisons doivent être protégées. Protégées du civil, protégées du public, protégées de la population. Mais ce tournoi a permis à beaucoup de gens de rentrer dans cette prison, de découvrir effectivement les installations de cette prison. Exactement. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire que les gens n'ont pas eu connaissance du dispositif sécuritaire à l'intérieur de cette prison. Je suis bien d'accord avec lui que les prisonniers ont droit au manger, à la santé, surtout à la formation lorsqu'ils sont condamnés à 20 ans de prison. C'est parce qu'ils doivent sortir et puis il faut les insérer dans la société. Je suis bien d'accord avec cette logique. Mais l'organisation des éléments festifs dans une prison pour dire ouais, les prisonniers aussi ont droit à ça, je crois que le ministre a fauté sur ce plan. Et c'est un véritable problème. L'autre second élément qui m'intéresse, c'est la question de la sécurité. Comment expliquer aux Guinéens et aux pauvres Guinéens lambda qui se sentent en sécurité avec les forces spéciales. Je le dis clairement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se dit Conakry est plus sécurisé que ça n'a été le cas des années antérieures. Lorsqu'on regarde les 10 ans de Alpha Condé, on a dit oui, il y avait une sécurité, mais aujourd'hui, on voit une sécurité encore plus renforcée. Comment 4 pick-up peuvent traverser le pont 8 novembre, venir passer, disons, en face du camp d'installation à côté du palais des forces spéciales qui est installé, aller jusqu'au niveau de la prison et revenir par le même chemin, disons. Par la même voie, ils sont revenus pour ressortir. Comment cela est possible? Moi, je me dis, est-ce que c'est effectivement la question d'évasion simplement de prison qui était effectivement vue, ou il y avait un autre élément qui revenait derrière. Je me réserve de dire quoi que ce soit, mais ce qui est évident, c'est qu'on a un problème de sécurité. Le Guinéen n'est pas sécurisé aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans une sécurité normale. Et la troisième chose, c'est le communiqué du chef d'état-major de l'armée. Vous vous rendez compte? Un communiqué en temps de crise, où le monsieur est assis tout tranquillement. C'est vrai que ce sont des détails, ça ne pose pas de problème. Mais on aimerait voir quand même, à l'intérieur de ce communiqué, des tons fermes, des tons qui prouvent effectivement, qui rassurent le Guinéen que oui, on est vraiment en sécurité et que la protection est vraiment rassurée. Mais très malheureusement, le communiqué qu'on nous sort, ce n'est pas un communiqué qui rassure le Guinéen. Ce n'est pas un communiqué qui rassure les citoyens lambda. Je veux finir pour dire qu'une ambulance qui est quand même en train de rouler, quel que soit, même en temps de guerre, le droit international humanitaire est très clair là-dessus. Ce sont des éléments à protéger, à conserver. À tout prix, mais lorsque des agents des forces de sécurité se permettent de tirer là-dessus, c'est qu'on a un véritable problème. On va relativiser. Ce pays, j'ai l'impression qu'on a des fibres qui sautent à un certain moment, et donc nous faisons des choses parce qu'on a envie de le faire. Il faut quand même veiller sur tous ces systèmes. Cela peut permettre à la Guinée de rester dans une tranquillité. Et c'est dommage. Oui, Baïla, en 1 minute. Oui, donc effectivement, donc, je vais commencer par là où il a terminé. Ce communiqué du chef d'état-major des armées, c'est vrai que je disais en off que lui-même n'avait pas l'air totalement rassuré, qu'il n'était pas très énergique, et j'avais même ajouté que comme une boutade, j'avais même ajouté que comme une boutade, que là où il est assis, on dirait qu'il était arrêté. Parce qu'en réalité, il fait partie de ceux qui vont devoir quand même rendre des comptes, parce que c'est le chef d'état-major des armées. Et quand j'ai lu le communiqué, il dit que ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité. Donc moi, je voudrais savoir exactement où cette résistance a eu lieu. Parce qu'on se pose la question, est-ce que elle a eu lieu d'abord à la maison centrale, parce qu'on sait qu'il y a un cordon de sécurité. Est-ce qu'il y a eu des... parce que comme il l'a dit, est-ce que quand les assaillants sont arrivés et qu'ils sont ressortis avec des prisonniers et qu'ils ont réussi à passer le 28 septembre, le pont du 8 novembre une deuxième fois, donc est-ce que cette résistance a eu lieu sur le pont, avant, après? Donc c'est des questions quand même qui restent posées. Et bon, comme j'ai 1 minute, je m'arrête là. Bien, on reviendra. On n'a rien entendu sur la police et la gendarmerie. En fait, je n'ai pas vu de communiqué de ces gens-là, alors que
ça fait partie des tout premiers qui sont concernés. Moi, je pense qu'on nous sert toujours la même salade par rapport au communiqué du chef d'état-major général des armées. Et tout le monde l'a dit tantôt, on est unanime là-dessus que ça, c'est pas un communiqué qui rassure. Parce qu'il parlait tantôt de cette résistance farouche. Je pense que depuis très longtemps, on n'est pas en sécurité. Et cela se fait encore sentir après cette évasion spectaculaire auquel on assiste et qui, en tout cas, continue de maintenir la psychose et la confusion. Charles Rouet a dit ce matin sur un média de la place que oui, les frontières, en tout cas terrestres, sont fermées pour permettre à ces personnes-là qu'on puisse les ramener. Mais Mori Kondé, le ministre de l'administration du territoire également, vient de faire une sortie où il contredit Charles Rouet. C'est pour encore une fois dire que ça va dans tous les sens. La cacophonie de la communication. C'est dommage. Il contredit Charles Rouet. Qu'est-ce que Mori a dit? Il a dit quoi? Mori contredit Charles Rouet en disant que les frontières ne sont pas fermées. Ça aussi, c'est pour rassurer. Finalement, on se demande. C'est pour rassurer. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de coordination. Vous n'avez sans doute pas suivi. Mais est-ce que c'est Charles même qui doit nous dire que les frontières... Excusez-moi. Est-ce que c'est Charles qui doit nous dire que les frontières sont fermées? Il n'est ni ministre de l'administration des territoires, il n'est ni ministre de la sécurité, encore moins ministre de la défense. Encore moins le porte-parole du gouvernement. Donc, vous voyez cette partie, Tomo, c'est pas pour te couper la parole, mais vous voyez cette partie où il rappelle que effectivement que ces gens sont contre l'importance des réformes en cours sur la refondation du colonel. Ça a quoi à voir avec le principe sécuritaire d'une évasion de la maison centrale? Est-ce que ça ne pose pas la question de comprendre que les militaires sont mécontents au lendemain de cette fête de la création de l'armée militaire? Est-ce que cela ne peut pas aujourd'hui nous ramener vers ça? On envoie les gens à la retraite sans solde pour certains. Et donc c'est un véritable problème et c'est un sujet d'accompagnement. Je suis en train de dire qu'il y a une cacophonie totale au sein de la communication du gouvernement. Il n'y a pas de coordination. Et pourtant, à l'heure qu'il fait, les populations ont envie d'être rassurées. Par rapport à l'ambulance, pour clore rapidement, cette fillette, qu'est-ce qu'elle avait à voir pour perdre la vie malheureusement? Je pense que lumière doit être faite sur toutes ces histoires-là.